Bonjour à toutes et à tous. Bien heureuse de vous revoir ce matin. Bienvenue à tous ceux qui sont en webinaire, bienvenue aux gens en salle, aux nouvelles personnes qui arrivent avec nous en salle aujourd'hui. Je vous fais un petit mot de présentation, puis ensuite, je vais vous présenter aussi notre animatrice, parce que tout comme hier après-midi, on confie l'animation d'aujourd'hui à une jeune femme d'exception. Donc, avant de vous la présenter, je voulais juste vous redire qu'aujourd'hui, je vous invite en voyage. Ça, c'est cool. Ouais, là, on n'est pas en croisière, on est vraiment en voyage. Allez où ce que vous voulez dans le voyage. Le thème d'aujourd'hui nous invite, je trouve, au voyage. Moi qui suis quand même une voyageuse, vous qui êtes sûrement des voyageurs aussi, qui aimez voyager, qui aimez découvrir les couleurs, les odeurs. La pandémie nous a quand même restreint un peu de ça. Donc aujourd'hui, on se permet de partir en voyage avec Julia, que je vais vous présenter. Julia Tétrault-Provencher. Julia, c'est une femme que je ne connaissais pas, qu'on s'est rencontrée il n'y a pas si longtemps. Donc, on lui confie l'animation. C'est vraiment une femme super énergique. Je pense que pour un lendemain de party, c'est parfait comme énergie. Julia, je vais lui laisser vous représenter un peu comment on va voguer aujourd'hui dans la journée. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on part en voyage, ça fait un peu écho aux 350 personnes qui sont là. On s'en va en avion, toute la gang, ce matin. C'est ce que je vous invite. Il y a des gens de plus d'une dizaine de pays ici ou en virtuel qui sont avec nous. Donc, le voyage, pour moi, c'est un moment qui est réflectif. Souvent, c'est un moment de curiosité, c'est un moment de rencontre, c'est un moment où on va vers l'autre. Et je trouve que c'est tout à fait approprié de vous amener en voyage là-dedans aujourd'hui avec Julia. Julia, elle est avocate chez Avocats sans frontières Canada. Laissez-moi vous la présenter comme il faut. Là. Donc, avocate chez Avocats sans frontières, qui est en soi une organisation gouvernementale de coopération internationale dont la mission est de contribuer à la mise en œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation juridique. Avant de se joindre à Avocats sans frontières, Julia a œuvré comme consultante indépendante en droits humains, entre autres pour le Forum mondial pour les survivantes, où elle s'est concentrée sur les lacunes des opportunités en matière de réparation pour les personnes identifiées comme survivantes des violences sexuelles, en particulier au Mali, en Syrie et au Soudan. Julia a aussi travaillé pour Action mondiale des parlementaires, ce que je ne connaissais pas, super intéressant, où elle a travaillé étroitement en collaboration avec des parlementaires à travers le monde. Hein? On est sur le thème du voyage, en mettant l'accent sur les crimes sexuels et basés sur le genre. Juliette a étudié en droit à l'Université Laval. Elle a fait son master avancé en droit international, spécialisation paix, justice et développement à l'Université de Leiden. Donc, on a choisi de reconfier l'animation. Julia, je vais t'inviter à prendre part. Parce que pour nous, vous avez vu hier, il y a un effet d'avoir quelqu'un qui regarde à la fois notre pratique puis qui peut y contribuer. Donc, Julia, merci de nous accompagner aujourd'hui. Merci, Marie. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, pas encore. Fais-nous une tourne en attendant. Ah oui, voilà, super. Bonjour, mais merci beaucoup pour les belles présentations, Marie, vraiment. D'abord, je suis très contente quand on m'a dit que je venais animer. J'étais vraiment j'ai pris ça très au sérieux et très à cœur parce que Justice, je trouve ça super organisme. Donc, vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Donc, oui, d'abord, pour aujourd'hui, le thème, c'est les défis de l'humanité plurielle. Puis, comment ça va fonctionner? On a 3 personnes vraiment très intéressantes qui vont venir parler. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il y a un bel équilibre, en fait. Donc, on va commencer avec Mme Rachida Azdous, qui va être en ligne, qui va nous donner un peu un aspect peut-être plus académique de la chose et de la question, puis qui va nous parler un peu d'une cristallisation des enjeux identitaires. Après ça, on va prendre une pause, puis on va revenir avec Marina Doustrin, qui va nous faire une présentation peut-être plus scientifique. Donc, on va parler des biais cognitifs. Donc, maintenant, on va toucher un peu à l'aspect de la science. Parfois, on ne pense pas nécessairement qu'il y a un côté scientifique à ça. Parfois, on pense plus au côté social, mais donc, on va toucher à ça. Et finalement, on va finir le voyage avec un côté peut-être plus philosophique, la rencontre avec l'autre, avec M. Charles Pépin, philosophe qui lui aussi sera en ligne. Donc, je commencerai tout de suite, en fait, à présenter Mme Rachida Azdous, que vous avez sûrement déjà peut-être entendu parler, vu son dernier livre aussi, d'ailleurs, qui est sorti.
Et pour vous la présenter, je prendrai mes notes car je ne veux pas rien oublier. Donc, Rachida Azzouz est à elle seule un concentré de diversité et d'identités multiples, ethniques, linguistiques et professionnelles. Sa triple formation en psychologie, en sciences de l'éducation et en droit de la personne lui permet de poser un regard interdisciplinaire sur le phénomène du pluralisme et d'agir autant comme clinicienne, formatrice, experte psycholégale que chercheuse, chroniqueuse et conseillère principale en développement stratégique au vice-rectorat aux affaires internationales et à la francophonie de l'Université de Montréal, sans oublier autrice, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, vraiment, ici, quand on parle d'une personnalité plurielle et complète, vraiment, Madame Azzouz, vous êtes l'incarnation même. Dans ces 3 ouvrages, Vivre ensemble n'est pas un rince-bouche en 2018, Pas de chicane dans ma cabane en 2019 et Penser le passé, penser l'avenir. Donc, il faut le voir là, penser le passé, penser avec un A et penser l'avenir, penser avec un E. Racisme et antiracisme en 2021, qui sont parus aux éditions Édito. Elle décortique les enjeux sociaux, culturels et politiques qui agitent la scène publique et médiatique contemporaine. Donc, sans plus attendre, je vous donnerai la parole, Mme Azzouz, puis à noter aussi que si vous avez des questions, il y a une période de questions de 10-15 minutes juste après la présentation. Donc, voilà. Ah oui, est-ce que vous m'entendiez bien? Ah oui, excusez-moi. Et pour, oui, pardon, oui, tout à fait. Et pour la période de questions, on le répète toujours, n'oubliez pas de parler dans le micro quand vous posez la question pour être certain qu'on vous entende dans toute la salle. Voilà. C'est à vous. C'est à moi. Bonjour tout le monde. D'accord. Bien, bonjour, tout le monde m'entend? C'est bon? D'accord. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je remercie infiniment les organisatrices et les organisateurs de ce colloque d'avoir pensé à m'inviter et je remercie toutes les personnes présentes et qui ont envie d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire sur ces questions ô combien pertinentes en cette période de polarisation du débat public, autant ici chez nous au Québec, au Canada qu'en Europe, si on en juge parce que nous en renvoient les médias. Donc, est-ce que je suis autorisée à partager mon écran? Et si je ne l'étais pas, je serais en difficulté. Bon, alors je vais essayer. Je suis autorisée à partager l'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut-il me répondre, s'il vous plaît? OK. Vous le voyez? Oui, 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 on voit très bien votre écran, c'est parfait. Parfait. Alors, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà, oui, d'accord. Alors, en fait, j'ai intitulé cette présentation Entre droit à la différence et devoir de vivre ensemble, rétablir l'équilibre. Donc, toute la présentation, il faut se rappeler qu'en arrière-plan, il y a cette quête d'équilibre entre le droit à la différence et le devoir, non pas de ressemblance, mais de vivre ensemble. Je vais... Voilà. Alors, les grandes lignes de cette présentation, je vais dans un premier temps, est-ce que vous voyez tout l'écran ou il y a une ligne qui me gêne en haut, moi, mais je ne sais pas si ça vous... Non, c'est très bien, on voit tout l'écran. Pardon? Vous voyez tout l'écran? Oui, c'est très bien. Oui, c'est vraiment excellent, on a une belle vue. D'accord, c'est parfait. Alors, je propose une présentation en 3 points, puisqu'on m'a demandé de mettre la table, donc de ne pas me contraindre à l'idée de la justice réparatrice, mais vraiment à aborder le vivre ensemble et les enjeux associés au vivre ensemble au sens le plus large possible. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vivre ensemble? C'est un mot c'est une expression un peu fourre-tout qui est sur toutes les lèvres, mais qu'est-ce qu'on entend par vivre ensemble? Donc, je vais commencer par, je vous propose d'interroger ce concept de vivre ensemble, ses définitions et ses champs d'application. Dans un deuxième temps, comment vivre ensemble? Et je vais essayer de puiser des éléments de réponse dans plusieurs registres. Le registre politique, donc quelles sont les réponses qui nous sont fournies par le politique? Donc les politiques publiques d'aménagement du pluralisme et du vivre ensemble, quels sont les modèles qui sont proposés à travers le monde, à tout le moins dans les sociétés qui ont à composer avec le pluralisme. Encore que toutes les sociétés aient à composer avec le pluralisme.
certaines décident de le respecter et de lui permettre de s'exprimer dans la sphère publique. D'autres sociétés considèrent que les minorités doivent se contenter de la clandestinité ou de la marginalité. Donc, le registre politique, le registre juridique, quelles sont les réponses qui sont déjà fournies par le droit? Les réponses pédagogiques et les réponses citoyennes et sociales. Et là, on voit que c'est là que moi, je situerai toutes les réponses fournies par les mécanismes de justice alternative. Et j'atterrirai, je conclurai avec certains enjeux émergents et déjà émergés en quelque sorte, puisqu'ils sont déjà très présents dans le débat public sur cette question du vivre ensemble. Et parmi les enjeux émergents, j'aborderai la question de la concurrence identitaire, comment vivre ensemble quand la concurrence identitaire se met en branle, les conflits de droit et le choc des légitimités. Donc voilà le menu de cette présentation. Alors, on va commencer tout de suite par le vivre ensemble. De quoi parle-t-on? Il y a plusieurs définitions du vivre ensemble, mais celle que je mets à l'écran, c'est la définition de la philosophe française Hélène Feuillet, qui me semble intéressante parce qu'elle utilise la métaphore du voisinage pour définir ce qu'est le vivre ensemble. Donc, c'est très évocateur puisqu'il s'agit d'une métaphore. Elle décrit ou elle présente le vivre ensemble comme une espèce de recherche d'équilibre entre la proximité et la promiscuité. Donc, l'équilibre on trouve l'équilibre dans le vivre ensemble en contexte pluraliste quand on essaie de vivre la proximité sans qu'il y ait promiscuité, parce que dès lors qu'il y a promiscuité, on gêne l'autre, on se marche sur les pieds et on ne se respecte pas et on n'est pas dans l'équilibre entre le droit à la différence et le devoir de vivre en commun. Donc, dans la proximité, il y a toujours la prise en compte de l'altérité de l'autre. On peut respecter la place de l'autre. En revanche, il y a promiscuité quand cette place de l'autre n'est pas respectée. Quand on a le sentiment que l'autre nous vole notre place et qu'il est donc un ennemi. Quand on en est à ce point-là, on est sûr que la guerre n'est pas loin. Alors, on voit, ça fait écho à toute la question et tout ce discours sur la menace identitaire, sur le grand remplacement, sur le sentiment d'être envahi. On le voit en France, en Europe, on l'entend beaucoup récemment chez nous au Québec et au Canada, avec l'arrivée massive des réfugiés sur le chemin Roxham, où on a des voix qui s'élèvent pour dire ce chemin est une passoire et on est envahi. Et donc, même si on est accueillant, on veut accueillir des réfugiés, il y a risque de promiscuité, donc de se marcher sur les pieds. Donc, c'est pour ça que cette métaphore du voisinage me semblait très intéressante et très évocatrice. Je fais l'hypothèse que ça fonctionne pour deux colocataires, c'est ce que nous dit la philosophe, ou deux pays, et que c'est la même logique qui est à l'œuvre dans les deux cas, ce qui peut nous permettre de passer de la promiscuité à la proximité, c'est l'idée de l'altérité. Réaliser que habiter, c'est être chez soi, mais être chez soi, c'est aussi être chez l'autre, c'est impossible autrement. C'est magnifique comme définition de cet équilibre à trouver entre le droit à la différence et le devoir de vivre en commun. Si on transposait cette métaphore du voisinage à une nation, une collectivité plus large que deux voisins, eh bien, on peut dire que le vivre ensemble, ou même si on interrogeait ça, on se livrait aujourd'hui à un petit exercice où quand on fait un micro-trottoir, ça arrive dans la rue, on fait un micro-trottoir et on demande aux gens, bon, il y a des problèmes de vivre ensemble, comment vous définissez, vous, le vivre ensemble? Ben, souvent, les réponses vont varier entre deux pôles. Un pôle qui va mettre l'accent sur les ressemblances et le cadre civique. Madame Alda, si vous permettez, oui, je vous arrête un petit moment, juste à être certain.
certaines que vous parlez dans votre micro, parce que c'est hyper intéressant, mais des fois, on a manqué des petits bouts. Donc, juste être certaine, voilà, pour être sûr que toute la salle vous entend. Merci, continuez, Je vais désolée. me rapprocher parce que comme j'ai beaucoup de cheveux, je ne veux pas vous terrifier. Ah oui, je comprends ça. Je comprends tout à fait le problème, mais non, c'est alors, donc, quand on fait un micro-trottoir, par exemple, et qu'on essaie de définir le vivre ensemble en se fiant, en faisant confiance au gros bon sens, au sens commun, et qu'on interroge le citoyen lambda dans la rue, eh bien, les réponses qu'on va obtenir, qu'est-ce que vivre ensemble, elles vont varier, elles vont osciller entre deux pôles. Un pôle qui va mettre l'accent sur le devoir de ressemblance, le devoir du commun, de partager un cadre civique commun. Donc, la personne qui va vous dire, ben, écoutez, vivre ensemble, c'est s'adapter aux valeurs du pays dans lequel on vit, c'est respecter les lois et les règles de la société dans laquelle on vit, à tout le moins dans l'espace public, et dans la vie privée, ben, on fait ce qu'on veut, et dans la vie communautaire, mais dans l'espace public et dans les institutions publiques, vivre ensemble, c'est respecter les règles du jeu communes. À l'autre bout du spectre, il y a des individus qui vont nous répondre dans le même micro-trottoir, ben, vivre ensemble, c'est accepter le droit à la différence. C'est vivre ensemble, c'est lutter contre le racisme et les discriminations, l'homophobie, la transphobie, la discrimination fondée sur les conditions socio-économiques ou la condition physique ou mentale, etc. Donc, on oscille dans le même micro-trottoir entre ces deux pôles et on a parfois des individus qui vont nous dire, ben non, vivre ensemble, c'est les deux. Ce sont les deux pôles, c'est l'articulation du commun et du particulier. Donc, c'est une quête d'équilibre entre universalisme et particularisme. Voilà donc pour la première partie, qu'est-ce que vivre ensemble du point de vue du sens commun et du discours public actuel sur le vivre ensemble en partant de la métaphore du voisinage. Et ce qui est intéressant, et ça explique l'antagonisme et la polarisation du débat public, c'est qu'il y a une partie, un courant, non seulement de l'opinion publique, mais aussi dans les plateformes politiques. La France sort d'une course, d'une campagne électorale, on l'a bien vu, on le voit au Québec, on le voit au Canada, c'est qu'il y a des courants qui ne voient dans le vivre ensemble que le vivre, c'est-à-dire que vivre et laisser vivre, que vivre et pour vivre, il faut laisser s'exprimer la différence sous toutes ses formes. Et il y a un courant qui ne voit dans le vivre ensemble que le ensemble, c'est-à-dire le commun. Vivre ensemble, ça veut dire respecter les règles communes. Et très peu de place est accordée à l'articulation des deux pôles. Or, bien entendu, c'est dans cet équilibre qu'on peut trouver un semblant et qu'on peut apaiser ce débat polarisé et antagoniste qui flirte avec la guerre civile, comme le disait notre philosophe du départ. Donc, voilà pour le « qu'est-ce que vivre ensemble ?» Comment vivre ensemble maintenant? Comment vivre ensemble en préservant l'équilibre entre le commun et le particulier, le droit à la différence et le devoir de vivre en commun, les particularismes et l'universalisme. On va d'abord observer les réponses politiques, les réponses donc qui nous sont fournies par les différentes plateformes politiques et les différents politiques, donc les différents modèles politiques d'aménagement du vivre ensemble. Le vivre ensemble comme proposition politique, donc comme modèle d'aménagement du pluralisme. On a, en particulier dans les sociétés qui ont à composer avec non seulement l'immigration, mais les autres formes de diversité sexuelle, générationnelle, ethnoculturelle, sexuelle, générationnelle et ethnoculturelle et religieuse.
même si on n'avait pas, et ça c'est important, même si dans les sociétés démocratiques, dans les États de droit, même si on n'avait pas à composer avec l'immigration et les mouvements de population, on aurait quand même à redéfinir les règles du vivre ensemble. Ne serait-ce que pour intégrer, par exemple, les différentes formes de parentalité, les différentes formes de modèles familiaux, la famille homoparentale, monoparentale, la famille plus traditionnelle, hétérosexuelle, mariée. Donc, on doit aussi revoir les règles du vivre ensemble pour intégrer les personnes neurodivergentes. Si on a décidé comme société que les personnes vivant avec des handicaps ne doivent pas être à la charge de leur famille ou cantonnées dans des écoles spécifiques ou condamnées à ne pas travailler, eh bien, il faut aménager les règles du vivre ensemble aussi dans les institutions publiques, scolaires, de santé, dans les milieux de travail, pour permettre à ces personnes de jouir pleinement d'entrer dans la ronde de la citoyenneté et de jouir pleinement de tous les droits auxquels les citoyens, citoyennes, que les citoyennes et citoyens dont devraient jouir les citoyens, citoyennes. Donc, pour revenir aux trois modèles, les trois modèles, on les connaît. Le vivre comme, donc le modèle politique, le vivre comme, c'est l'idéal républicain français. Le vivre et laisser vivre, c'est l'idéal multiculturaliste anglo-saxon. Et le vivre avec, c'est l'idéal interculturel québécois. Je dis québécois avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait, les théoriciens de l'interculturalisme ne sont pas nécessairement québécois, puisque une des théoriciennes de l'idéal interculturel, c'est Martine Abdallah-Pretzel qui est française, c'est Louis Porcher qui est français, c'est Margaret Cohen-Emmerich qui est française. Donc, quand on parle de l'idéal interculturel québécois, c'est pour dire que le Québec, comme province distincte francophone, essaie d'adopter ce modèle pour se distinguer de l'idéal multiculturaliste anglo-saxon et pour se distinguer comme société distincte. Donc, si on reprend notre schéma de tout à l'heure, l'idéal, le vivre comme, à Rome faisons comme les Romains, se rapproche de l'idéal républicain français, où finalement le noyau dur pour assurer l'équilibre entre les particularismes et le devoir de vivre en commun, c'est l'idéal de la République. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, je ne suis pas ici pour vendre un modèle ou promouvoir ou pourfendre un modèle, mais d'essayer d'apporter l'éclairage le plus honnête possible en mettant en exergue la pertinence, mais aussi les limites de chacun des modèles, et il appartient à chacun et chacune d'entre vous de se faire sa propre tête. Donc voilà, le modèle, la proposition politique française s'apparente davantage à ce pôle. La proposition politique canadienne, mais aussi la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, se rapproche davantage de ce pôle-là, c'est-à-dire l'accent sur le droit à la différence, la lutte contre le racisme et les discriminations, donc l'idéal multiculturaliste anglo-saxon. Et la proposition politique québécoise essaie, je dis bien essaie, d'emprunter aux deux modèles ce qu'ils auraient de plus significatif et de plus pertinent à apporter au vivre ensemble. Donc, pour assurer l'équilibre entre le droit à la différence, donc les particularismes et l'universalisme, ou le devoir de vivre en commun, le pari de l'idéal interculturel, c'est d'emprunter au modèle républicain français son souci de la cohésion sociale, avoir du commun pour éviter la fragmentation et du tissu social, mais emprunter aussi à l'idéal multiculturaliste anglo-saxon son souci de respect de la différence et de coexistence pacifique, pour donner une espèce justement de modèle qui, lui, offrirait l'équilibre entre le commun et le particulier. Bien entendu, en théorie, ça va très bien. Dans les faits, chacune de ces propositions politiques, chacun de ces modèles politiques d'aménagement du pluralisme se heurte à des difficultés. Tous ces modèles sont mis en échec ou à tout le moins sont mis à rude épreuve.
Le modèle multiculturel, l'idéal républicain français se heurte bien entendu à la question de la fracture sociale, les obstacles socio-économiques auxquels font face les minorités, le contentieux colonial mal liquidé qui vient hanter toute tentative d'imposer l'idéal universaliste français comme modèle ou comme socle pour construire le commun ou pour refonder le vivre ensemble. Il y a également le mythe du retour qui a été entretenu par la première génération, mais aussi par l'État français, puisque les premières vagues d'immigrants n'étaient pas censées s'installer en France, mais travailler et retourner dans le pays. Donc, le mythe du retour a freiné les élans de l'attachement. Donc, le modèle républicain français se heurte donc, est mis à rude épreuve, pour ne pas dire en échec, à cause de ces facteurs socio-économiques, historiques et politiques qui l'empêchent de gagner son pari. Le modèle multiculturaliste anglo-saxon n'est pas en reste. En 2010, la chancelière Angela Merkel a déclaré publiquement le modèle multiculturaliste est un échec, puisque le vivre côte à côte ne permet pas de construire du commun. Ça ne suffit pas. Les Pays-Bas qui ont poussé très loin, les Pays-Bas sont le pays qui a appliqué le modèle politique multiculturaliste dans sa forme la plus orthodoxe. Donc, les Pays-Bas aussi font face à des dérives communautaristes et commencent à prendre des distances par rapport au multiculturalisme. C'est parce qu'il y a mise en échec, mais aussi on voit qu'il y a une montée de l'extrême droite partout. Ça aussi, ça peut expliquer que le modèle multiculturaliste soit mis à l'épreuve, mais il y a aussi les limites du modèle lui-même. Intrinsèquement, le modèle se heurte à sa difficulté à trouver un équilibre entre le tout particularisme et l'absence, l'angle mort du multiculturalisme, à savoir le vivre en commun. Ce que le multiculturalisme propose comme socle, ce sont les lois. Dès lors qu'on respecte, qu'on observe les mêmes lois, au Canada, ce sont les chartes qui sont enchâssées dans la Constitution. La charte canadienne des droits et libertés est enchâssée dans la Constitution et le multiculturalisme. Donc, si on respecte et qu'on observe tous les mêmes lois, c'est ça qui tient lieu de commun, d'accord, de référent commun. Ce qui conduit les autres modèles à reprocher au multiculturalisme de ne rien avoir à proposer d'autre que les tribunaux comme piste d'atterrissage. Les tribunaux sont une bonne piste d'atterrissage pour régler des conflits qui opposent un agresseur, un agressé, un discriminant et un discriminé. Mais les tribunaux ne sont pas la bonne piste d'atterrissage, la bonne voie pour régler des conflits de valeurs qui doivent se régler sur le terrain de la médiation et sur le terrain politique de la délibération citoyenne. Donc, c'est le principal reproche qui est adressé au multiculturalisme comme réponse politique à cette recherche d'équilibre pour mieux vivre ensemble. Quant au modèle ou à l'idéal interculturel québécois, il se heurte également à deux problèmes majeurs, même si sur le plan théorique, il présente l'avantage d'emprunter aux deux modèles ce qu'ils auraient de meilleur. Mais la première difficulté de l'interculturalisme, c'est sa difficulté, son incapacité à passer du théorique à l'empirique. Quand on voit le schéma, ça va bien. Théoriquement, on comprend très bien ce que ça signifie. Mais quand on essaie de l'appliquer sur le terrain, dans la vie de tous les jours, dans les collectivités, dans la vie, on a beaucoup de difficultés à distinguer, par exemple, une activité interculturelle d'une activité multiculturelle. Ceux et celles qui ont assisté à des semaines interculturelles, à des activités de rapprochement interculturel, on verse souvent dans le folklore et on ne se distingue en rien d'une activité multiculturaliste qui, elle aussi, verse dans le folklore. La deuxième difficulté du modèle interculturel québécois au Québec, c'est la dissension entre interculturalistes eux-mêmes.
il y a des interculturalistes qui conçoivent l'interculturalisme d'abord comme une affaire de transmission. Le projet de société, le vivre ensemble, doit se construire, mais pas sur une table rase. Il doit se construire sur un socle commun, à savoir les valeurs de la société majoritaire francophone. Donc, il y aurait préséance de la culture majoritaire, du patrimoine francophone, et autour de ce socle commun, on construit ensemble un projet de société interculturelle, c'est-à-dire, c'est l'image de l'arbre. Il y a un tronc commun qui est la culture et l'histoire de la majorité historique francophone que l'on doit transmettre à tout le monde, aux jeunes, aux nouveaux arrivants. Et il y a les feuilles de l'arbre qui représentent l'apport de chacune des autres composantes ethniques, générationnelles et autres. Donc, l'image de l'arbre. Il y a un deuxième courant de l'interculturalisme qui dit, ben non, l'interculturalisme n'est pas une affaire de transmission d'un socle commun ou de transmission des valeurs ou du patrimoine ou de l'histoire de la majorité, c'est une affaire de construction. Il n'y a pas de tronc, on construit ensemble. Tout est à construire, l'arbre doit être planté. L'arbre doit être planté. On ne doit pas confiner les minorités au statut de feuilles, mais on doit les inviter à planter un arbre. Les seuls qui peuvent avoir la prétention de tenir lieu de tronc, ce sont les autochtones, puisqu'ils étaient là avant tout le monde, et que les autres sont des immigrants qui sont arrivés il y a plusieurs siècles. La seule différence, c'est que certains sont arrivés il y a plusieurs siècles et d'autres il y a 10 ans. C'est une opposition fondamentale et importante qui empêche l'interculturalisme de s'imposer comme modèle politique parce que il y a un conflit à régler, une tension entre interculturalistes, les uns mettant l'accent sur la transmission et les autres plus sur la construction. Donc voilà pour les réponses politiques à la question qui nous est posée aujourd'hui, comment vivre ensemble dans une recherche d'équilibre entre le particulier et le commun. Quelles sont maintenant les réponses qui nous sont fournies par le droit, les réponses juridiques? Il y a d'abord la réponse, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, j'ai de la difficulté à lire mon PowerPoint, que je connais bien, mais quand même pas par cœur. Oui, avec plaisir. J'ai une ligne en haut qui m'empêche de lire. Ah, OK, d'accord. Donc, on va commencer avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui, donc, alors, l'article 30. Donc, c'est l'article 30. Voilà. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 30. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire? Parce que je ne vois pas les deux premiers mots. OK, alors, j'y vais. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupe ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Merci beaucoup. Qui dois-je remercier? Julia, l'animatrice. Allô? Merci. Merci. Alors, donc, voilà, les réponses fournies par le droit, voilà ce que nous dit, je vais du général au particulier, c'est-à-dire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous, ici, on dit de droits de la personne, l'article 30, qui donne déjà un élément de réponse. Comment concilier, comment trouver l'équilibre? Ce que l'article 30 de la Déclaration vous dit, c'est que toutes les personnes doivent jouir des mêmes droits et libertés, mais que l'équilibre est rompu. L'équilibre est rompu dès lors qu'une personne ou un groupe ou un État utiliserait la rhétorique des droits de l'homme pour mieux lui tordre le cou. Par exemple, utiliser l'argument culturel, par exemple, pour justifier une ségrégation sexuelle, par exemple, ou pour justifier le châtiment corporel, ou pour, dans le fond, utiliser les droits et libertés qui sont reconnus à toutes et à tous pour s'y soustraire en invoquant, par exemple, la défense culturelle. Ça, c'est une vraie question.
Donc, voilà la réponse. Donc, l'équilibre est rompu quand un individu ou un groupe ou un État prend les droits et libertés, mais il essaie de s'y soustraire au nom des droits et libertés qui lui sont reconnus. Dans le fond, c'est utiliser la rhétorique des droits de l'homme et de la personne pour tordre le cou à certains droits. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son préambule, propose une autre réponse, un peu dans le même esprit. La jouissance des droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures. Ça, c'est intéressant parce que ce devoir d'équilibre qu'il ne faut pas rompre entre le droit à la différence et le devoir de ressemblance ou les obligations envers autrui. Dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on va beaucoup plus loin que l'équilibre dans une communauté, une collectivité, entre la majorité et ses minorités, entre les droits individuels et les droits collectifs. Elle pousse beaucoup plus loin la logique et elle l'applique aux générations futures. C'est-à-dire que le contrat moral est rompu dès lors qu'on jouit égoïstement des droits et libertés, par exemple celui de profiter de ce que la nature, c'est la logique, la rhétorique utilisée par les écologistes, de dire ben, la terre nous est prêtée, elle ne nous est pas donnée, on a le droit d'en jouir, d'en profiter, de bénéficier des ressources qu'elle nous offre, mais il faut quand même qu'on en laisse un peu pour les générations futures. Alors ça, c'est un contrat beaucoup plus exigeant et beaucoup plus engageant que de se limiter à faire attention à ceux qui cohabitent avec nous. Il faut penser aussi aux générations futures. Sinon, on rompt l'équilibre entre nos droits et les droits des autres, et ça inclut les générations futures. On atterrit au Québec maintenant. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec propose deux réponses dans son article 9.9.1 et dans son préambule. Dans l'article 9.9.1, la Charte des droits et libertés de la personne énonce « Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l'État », ça a été rajouté récemment dans la foulée du débat sur la laïcité, la loi sur la laïcité, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l'exercice. Donc, ce que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec nous dit, c'est que l'équilibre entre les droits individuels et les droits et libertés des personnes, donc le droit à la différence sous toutes ses formes, il est rompu dès lors qu'en exerçant un droit, on porte atteinte ou on compromet l'ordre public, le bien-être général, les valeurs démocratiques des autres citoyens. La loi peut à cet égard en fixer la portée et en aménager l'exercice. Par exemple, quand on a adopté la loi sur la protection de la jeunesse, ce qu'on dit, c'est que les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs valeurs, leurs croyances, mais ça ne va pas jusqu'à le droit du parent d'élever son enfant selon ses convictions et ses valeurs, ne va pas jusqu'à un droit de vie ou de mort sur l'enfant. Si, par exemple, un parent témoin de Jéhovah refuse une transfusion sanguine au nom de ses croyances religieuses, eh bien, si l'enfant n'a pas l'âge du consentement, eh bien, on suspend temporairement les droits du parent et l'enfant devient pupille de l'État et on le transfuse. On le transfuse parce que la liberté et le droit du parent ne va pas jusqu'à exercer un droit de vie ou de mort sur son enfant. Si l'enfant a l'âge du consentement, c'est autre chose, c'est lui qui décide, quand il est en état, bien entendu, de décider. Voilà donc un exemple concret. Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général, c'est le préambule de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. C'est un peu le même esprit. C'est le même esprit que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Tous ces instruments de droit internationaux et nationaux obéissent quand même à la même logique. Donc, on retrouve dans des formulations différentes, plus ou moins larges, plus ou moins restrictives, le même esprit, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à ne pas rompre entre les droits individuels et les droits collectifs.
Donc là, ce que le préambule de la charte nous dit, c'est que dès lors que l'exercice de nos droits, incluant notre droit à la différence, porte atteinte aux droits d'autrui, eh bien, on a rompu l'équilibre. La Charte canadienne des droits et libertés, dans son article 1, dit sensiblement la même chose. Les droits et libertés énoncés par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Donc, c'est la même chose, mais on remarquera que l'énoncé de la Charte canadienne est beaucoup plus restrictif. C'est-à-dire qu'on ne peut restreindre une liberté individuelle que par une règle de droit, et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. La différence avec la charte québécoise est importante, elle est subtile, mais elle est importante. Ce que dit la Charte canadienne des droits, c'est que les droits et libertés individuelles sont sacrés, et pour les restreindre, au nom du droit d'autrui, il faut vraiment que la justification, qu'il y ait une justification défendable dans une société libre et démocratique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il en faut beaucoup pour restreindre une liberté. Cette différence subtile, alors que vous voyez par exemple, la Charte canadienne ne parle pas de valeurs. Elle parle de règles de droit et elle parle d'une société libre et démocratique. Alors que la Charte des droits et libertés de la personne, au Québec, parle de valeurs démocratiques, de laïcité de l'État, du bien-être général des citoyens. Le bien-être général. La Charte canadienne ne fait pas allusion au bien-être général. Et cette différence subtile explique en grande partie le grand malentendu et les tensions entre la conception québécoise d'une situation où le bien-être général serait menacé, où le tissu social risque d'être fragmenté et où il faudrait légiférer. Je pense par exemple à la loi sur la laïcité de l'État qui est contestée devant les tribunaux, où une partie de l'opinion, une partie des citoyens du Québec considère qu'il y a menace, que les manifestations religieuses dans les institutions publiques commencent à être assez nombreuses pour constituer une menace à la laïcité des institutions publiques et de l'État. Donc, il faudrait une loi pour restreindre la liberté d'affichage des signes religieux, à tout le moins pour les personnes en situation d'autorité. Quand on interprète cet enjeu-là à la lumière du libellé de la Charte canadienne, eh bien, dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, eh bien, il faudrait donc démontrer qu'il y a une menace, non pas une menace appréhendée, mais une menace réelle et documentée, qu'il y a vraiment des tentatives, par exemple, de prosélytisme, qu'il y a vraiment des tensions importantes, par exemple, dans les écoles, qu'il y a une espèce de climat de quasi-guerre civile dans les écoles entre les différents groupes religieux et qui pourrait constituer une menace réelle à la cohésion du tissu social et qui justifierait cette restriction. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est pas vrai. L'affaire est devant les tribunaux et les tribunaux, la Cour suprême, ça va probablement se rendre en Cour suprême et la Cour suprême va trancher. Mais ce que j'essaie d'expliquer, je ne veux pas donner raison aux uns ou aux autres, je veux juste expliquer faire ressortir que cette différence de libellé et cette subtilité dans la façon dont on conçoit l'équilibre entre universalisme et particularisme, droits individuels et droits collectifs dans les deux chartes explique pourquoi dans l'opinion publique on a parfois l'impression que au Canada anglais on dit mon Dieu les Québécois sont méchants, ils sont donc bien restrictifs dans leur conception de la liberté individuelle, et de leur côté, certains Québécois, parce qu'il y a des Québécois qui sont multiculturalistes aussi, certains Québécois vont dire « Oh mon Dieu, que la Cour suprême est généreuse et les mailles du filet sont très larges et on laisse passer l'expression du religieux dans ses formes les plus orthodoxes et les plus radicales. » Donc voilà les réponses fournies par le droit, donc les instruments de droit. Il y a d'autres réponses. D'autres réponses juridiques, les mesures correctives. Et là, j'atterris au Québec et au Canada. Donc là, j'ai présenté les instruments de droit internationaux et par effet entonnoir, j'ai atterri sur le local.
là, je parle de nos réponses locales. Au Canada et au Québec, on a d'autres réponses juridiques pour assurer l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs, des mesures correctives. Par exemple, la notion d'accommodement raisonnable, c'est le devoir d'accommodement ou l'obligation d'accommodement qu'on appelle dans le discours commun l'accommodement raisonnable. Alors, l'accommodement raisonnable, ça dit exactement ce que ça dit. L'accommodement, c'est-à-dire un traitement différencié qui est destiné à corriger une iniquité et à lever un obstacle à l'inclusion. Concrètement, ça veut dire installer une rampe d'accès, permettre à une personne non-voyante d'aller travailler avec son chien guide, même si les normes qui s'appliquent en milieu de travail interdisent l'accès à des animaux domestiques. Mais dans ce cas-là, pour lever un obstacle à l'inclusion au travail, donc pour permettre à cette personne d'exercer son droit particulier, de travailler, eh bien, il faut lui permettre un traitement différencié. C'est-à-dire, il faut lui permettre à elle d'entrer avec son chien guide ou avec son fauteuil roulant. Ça peut être d'aménager son espace de travail, de lui acheter un clavier en braille, d'aménager son espace si elle a des problèmes de motricité ou toute autre condition physique ou mentale. Ça peut être d'aménager son horaire de travail pour toutes sortes de raisons qui, autrement, si ce traitement différencié ne lui était pas accordé, cette personne serait discriminée. Un traitement différencié n'est pas un traitement de faveur, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un passe-droit. Dès lors qu'il devient un passe-droit ou un privilège, l'équilibre, encore une fois, est rompu parce que l'accommodement devient déraisonnable. Donc, le deuxième terme important, raisonnable. Donc, l'accommodement raisonnable. L'accommodement cesse d'être raisonnable quand on se heurte à une contrainte excessive. Par exemple, des coûts excessifs, par exemple, si ça porte atteinte à la sécurité du demandeur ou de ses collègues ou des autres citoyens, ça peut être un problème d'interchangeabilité des effectifs et des installations. Oui, on peut aménager l'horaire de travail d'un employé, mais ça fait reposer un fardeau excessif sur les autres employés parce qu'on ne peut pas interchanger nos effectifs. Et donc, ça devient un problème d'atteinte aux droits des autres. Donc, accommodement raisonnable, l'équilibre est rompu entre le droit à la différence et le droit de ne pas être discriminé. Dans ce cas-là, ce n'est pas le droit à la différence, c'est le droit à l'égalité. Donc, entre le droit à l'égalité et le droit des autres, d'autrui. Donc, voilà les réponses, les mesures correctives. Il y a une autre mesure corrective qui fait l'objet de tout un débat. Ce sont les fameux programmes et les lois sur l'équité en emploi. Au Québec et au Canada, on a une loi. Ailleurs, on peut avoir des programmes d'accès à l'égalité en emploi avec des cibles ou des quotas. Je sais qu'en France, c'est vu avec beaucoup de circonspection et on porte un regard très critique sur cette mesure corrective. Ici aussi, d'ailleurs, elle ne fait pas l'unanimité. Une des raisons, c'est parce qu'on a fait une traduction inexacte de l'expression anglophone positive action et on a traduit par discrimination positive. C'est pas une discrimination positive, c'est une mesure corrective. Cette mesure n'est pas une discrimination, elle est là pour corriger une discrimination. Dès lors qu'elle se traduit par une discrimination, elle n'est plus corrective, elle devient elle-même discriminatoire. Je vais donner un exemple très concret. Récemment, en Grande-Bretagne, on a demandé à 30 personnes dans un orchestre, on les a congédiées pour les remplacer par des personnes issues d'un groupe minoritaire. C'était un orchestre de jazz, je pense. On n'est plus dans une mesure corrective qui vise à permettre l'accès, donc à lever les obstacles pour permettre à des minorités l'accès à un orchestre ou à un emploi dans un orchestre, mais on est dans une discrimination qui n'a rien de positif, c'est une discrimination tout court. L'esprit de la mesure corrective, ce n'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre, ce n'est pas de congédier des gens pour en embaucher d'autres, c'est de s'assurer à chaque fois qu'un siège est libre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne part à la retraite, quitte son emploi, de s'assurer à compétence égale de privilégier une minorité. À compétence égale.
Donc ça, c'est la réponse, une des réponses juridiques, donc les mesures correctives destinées à assurer un vivre ensemble dans le respect du droit à la différence, du droit à l'égalité et du devoir de vivre en commun, sans privilège ni passe-droit, mais sans non plus nier qu'il y a des discriminations et que pour corriger les discriminations, il faut parfois penser et mettre en place des mesures correctives. Une autre catégorie de réponses juridiques à cette recherche d'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs, c'est la fameuse justice réparatrice ou la justice transitionnelle. Et là, on n'est plus dans la recherche d'équilibre, on est vraiment dans la gestion de problèmes de discrimination ou la gestion d'infractions réelles. On s'éloigne un peu de la question du vivre ensemble, mais on y est quand même aussi. Il y a 3 catégories, les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, la médiation. Par exemple, la négociation d'une entente avec l'aide d'une tierce partie indépendante. Ça a lien avec le vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on envisage des mesures autres que la judiciarisation au sens orthodoxe pour régler des différends. Il y a l'arbitrage, donc sans remettre au jugement d'un tiers avec possibilité d'appel. Ça se pratique beaucoup en milieu de travail. On sait que quand il y a une plainte, une poursuite en milieu de travail, un employé qui poursuit un collègue ou qui poursuit son supérieur hiérarchique ou sa supérieure hiérarchique, parfois ça se traduit par un départ, parfois ça se traduit par une sanction, mais après il faut quand même rétablir une relation. Même s'il y a un agresseur et un agressé, il y a quand même une relation à rétablir parce que ces gens-là doivent ensuite apprendre à travailler ensemble. Donc, la médiation, l'arbitrage permettent justement d'entrevoir, d'envisager et de préparer le terrain au rétablissement de la relation qui a été brisée. La négociation entre les parties, avec ou sans tierce partie. Donc, tout ça, je pense que j'ai beaucoup de gens dans le public qui sont familiers avec ces mesures-là, donc je ne veux pas trop m'étendre. Il y a les fameux cercles de détermination de peine. Par exemple, on les applique beaucoup ici en milieu autochtone. Ce sont des cercles de règlement de différends, des cercles de détermination de peine qu'on intègre au processus judiciaire. Excusez-moi, il manque un « i » à mon PowerPoint, judiciaire. Et ça consiste à intégrer ces cercles dans le processus judiciaire et à accompagner à des moments précis de la démarche, accompagner le juge et la justice, à les faire accompagner par des membres de la collectivité qui vont participer à l'analyse de l'infraction, à analyser et à examiner les facteurs et les circonstances qui sont à l'origine de l'infraction. L'idée n'est pas de trouver des circonstances atténuantes, mais de mettre en contexte. Par exemple, avec les Autochtones, on sait qu'il y a eu un génocide culturel, je sais que le mot ne fait pas l'unanimité, donc il y a eu colonisation, il y a eu les pensionnats autochtones, on a quand même arraché des enfants à leur milieu familial, on découvre encore des cimetières avec des enfants autochtones, donc il y a eu des blessures, des souffrances historiques, et ces souffrances peuvent expliquer que des enfants qui ont été arrachés à leur milieu ont eu énormément de difficultés à retrouver une vie. Et donc, il y a eu des problèmes de violence, d'alcoolisme, de toxicomanie. Et tout ça, ça peut apporter un éclairage quand on examine une infraction. Et ça peut influencer la sanction. Donc, la sanction appropriée. L'idée n'est pas de justifier, mais d'apporter un éclairage et d'adopter la sanction appropriée et surtout des mécanismes de réintégration dans la communauté. Mettre une personne autochtone en prison et la renvoyer dans la nature, ça veut dire qu'elle va se retrouver en milieu urbain, arrachée de ses racines et condamnée par exemple à l'itinérance, comme on le voit beaucoup dans certains quartiers à Montréal aujourd'hui, enfin, dans un quartier en particulier, le ghetto Métis. Madame Azou, oui. Je vous arrête un petit moment, je peux vous dire, il reste une quinzaine de minutes, donc c'est hyper intéressant, mais je vais juste vous mettre le temps, voilà, je suis plate, j'ai le rôle, mais parfait. Je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Et une troisième catégorie, l'approche relationnelle.
donc qui est appliqué dans des situations extrêmement difficiles, par exemple, où il n'y a aucune réparation qui peut réparer, il n'y a aucune mesure réparatrice, aucune réparation monétaire, par exemple, matérielle, qui peut réparer tant le crime est violent. Des génocides, des viols, des attentats, des meurtres d'enfants. Donc, la fameuse approche relationnelle qui est basée sur l'écoute inconditionnelle. L'autre registre où on peut puiser des réponses, c'est le registre pédagogique. Quand on dit pour vivre ensemble, il faut discuter, il faut négocier, il faut combattre l'ignorance. Les problèmes de vivre ensemble sont liés à l'ignorance. C'est vrai et ce n'est pas tout à fait exact. Tout n'est pas lié à l'ignorance. Il y a des problèmes de vivre ensemble qui sont liés à l'ignorance et à la méconnaissance mutuelle. Et ces problèmes doivent se régler sur le terrain pédagogique de l'information, de la connaissance et de la reconnaissance mutuelle. Mais il y a aussi des problèmes de vivre ensemble qui sont liés à des désaccords, à des incompatibilités dans la conception même de la vie bonne. Et ça ne se règle pas uniquement sur le terrain des bons sentiments, ça se règle du respect de la différence ou de l'injonction du nous. Si on oubliait nos différences et qu'on mettait l'accent sur nos ressemblances, ça irait mieux. Il n'y aurait pas de problème de vivre ensemble. Donc, c'est ce que j'appelle l'injonction du nous. Parlons de ce qui nous rassemble et puis ça va mieux aller, ou respectons-nous dans nos différences, ça va mieux aller. Eh bien, le vivre ensemble, ça s'apprend et ça fait appel à des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs qu'il faut transmettre dans les systèmes d'éducation formels et informels, et des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être qu'il faut co-construire pour relever les défis du vivre ensemble et composer avec des enjeux émergents. On ne sait pas tout, on fait face à des enjeux associés au vivre ensemble qui nous échappent, je pense par exemple à toute la question de l'arrivée de l'identité de genre, des personnes non binaires qui arrivent dans nos écoles, qui arrivent dans nos milieux de travail. On doit faire acte d'humilité et apprendre à composer avec cette réalité et à l'intégrer toujours dans ce souci d'équilibre. Ça s'apprend, ça se transmet, mais ça se co-construit aussi. Les réponses citoyennes et sociales, il y a bien entendu la médiation sociale, donc toutes ces mesures, ces stratégies, ces mécanismes de médiation pour régler par exemple des problèmes de voisinage, des problèmes entre une communauté et des institutions privées ou publiques, des problèmes d'insécurité, d'incivilité, des saccages de commerce, par exemple des problèmes de gangs dans un quartier, des problèmes de voisinage, des quartiers, on le vit à Montréal, où il y a des saccages, on saccage des commerces pour dénoncer la gentrification, l'embourgeoisement dans les quartiers. Donc là, l'équilibre est rompu entre le droit à la différence, le droit de dénoncer la gentrification et l'embourgeoisement, mais le droit aussi des personnes qui installent des commerces dans des quartiers un peu plus bourgeois, justement pour favoriser la mixité sociale, de ne pas être saccagés, de ne pas être vandalisés. Donc, la médiation citoyenne est utile dans ce sens-là. D'autres réponses citoyennes et sociales, c'est le faire ensemble. La meilleure façon de vivre ensemble, c'est de faire ensemble, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre le je et le nous, entre le collectif et le particulier, en construisant du collectif dans l'agir. Faire ensemble pour mieux vivre ensemble et par essai et erreur, trouver cet équilibre entre le je et le nous. La conclusion, donc je vous avais dit que j'avais calculé mon coût. Entre l'appel, pour conclure, donc aujourd'hui, les enjeux émergents, c'est entre l'appel à la justice réparatrice et la spirale du ressentiment. Un des enjeux auxquels on fait face ici et en France, parce que c'est le pays que je connais le mieux, où je suis le plus le débat, le vivre ensemble doit faire face aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure, on doit co-construire ensemble des savoirs pour régler des questions qui se posent à nous, des défis qui nous sont lancés, pour lesquels nous n'étions pas nécessairement préparés, et nous devons faire acte d'humilité et co-construire des mécanismes, des mesures, des moyens et des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être pour faire face et les gérer. La concurrence identitaire entre majorité et minorité,
entre minorités. On l'a vu récemment avec la police qui a dû faire face à un programme qui visait à intégrer les minorités et on a dû demander à des femmes de se retirer pour permettre l'accès à des minorités. Et les femmes nous ont dit, ben non, nous, on n'est pas complètement, on n'a pas atteint la parité et pourquoi nous, on devrait renoncer à ce concours pour laisser des minorités racisées. Donc, la concurrence identitaire, ce n'est plus une affaire d'équilibre et de respect des droits des minorités par la majorité, mais de conflit, de concurrence entre minorités. Le double statut, les personnes et les collectivités qui ont un double statut, qui sont en même temps minoritaires et majoritaires, les Turcs et les Arméniens, les Turcs et les Kurdes, les Arabes et les Amazirs, les francophones du Québec qui sont en même temps minoritaires dans un océan anglophone, mais majoritaires par rapport à leurs nouveaux arrivants. Donc, on n'a pas, nos outils n'ont pas été, et nos mesures réparatrices ou correctives n'ont pas été pensées pour faire face à ce genre de concurrence identitaire. L'éducation humaniste et la décolonisation des savoirs. On a toujours pensé que l'éducation humaniste était une éducation universelle, émancipatrice, qui allait aider les personnes issues de milieux défavorisés à avoir accès au savoir auquel elles n'ont pas accès dans leur milieu familial parce qu'il n'y a pas de livres dans le milieu familial, leurs parents ne les emmènent pas dans les théâtres, dans les concerts. Et donc, on pensait bien faire et émanciper les personnes défavorisées. Et là, on fait face à toute la demande de décolonisation des savoirs. Comment décoloniser sans inverser le sablier des oppressions, sans désoccidentaliser? Comment construire une épistémologie des savoirs universels qui puisent dans tous les registres, le Sud, le Nord, donc décoloniser sans effacer complètement l'éducation humaniste. Les conflits de droits, quand des droits entrent en conflit, la liberté d'expression et le droit à l'égalité, on a tout le débat actuel sur la liberté d'expression en contexte universitaire. Qu'arrive-t-il quand la liberté d'expression d'un professeur entre en conflit avec le droit à l'égalité ou le sentiment d'être offensé des étudiants? La liberté de création et l'appropriation culturelle, on a eu toute la crise et la controverse autour de spectacles qui ont été mis en scène par des réalisateurs ou des dramaturges issus de la majorité et qui ont été contestés par des minorités qui considéraient que c'était de l'appropriation culturelle et qu'elles devaient valider cette œuvre culturelle, ce qui remet en question non seulement la liberté artistique et la liberté de création, mais la finalité même de l'art qui est en soi, dans une société pluraliste, métissage et subversion et transgression. Et nos mécanismes de justice réparatrice n'ont pas été pensés non plus pour gérer le choc des légitimités. Les tribunaux sont là pour régler des problèmes de droit, arbitrer quand il y a un agresseur, un agressé, un oppresseur, un opprimé. La justice transitionnelle et transactionnelle et réparatrice fait la même chose entre une communauté qui a été colonisée, qui a subi des torts historiques, et un agresseur. Encore que dans les génocides, la ligne n'est pas toujours très claire parce qu'on trouve des fois des agresseurs et des agressés des deux côtés. Mais nos mesures n'ont pas été pensées pour régler le choc des légitimités, pour réconcilier deux légitimités, deux conceptions de la vie bonne qui s'opposent, où il n'y a pas d'agresseur, d'agressé, mais deux conceptions de la vie bonne qui sont incompatibles. Et c'est là qu'il y a peut-être un espace pour la réparation par le dialogue. Alors, je pense avoir respecté mon temps. Oui, alors, effectivement, il nous reste 5 minutes pour des questions. Donc, non, mais c'est parfait, ça va nous laisser quand même le temps, mais j'avoue que je pense que je ne suis pas la seule. Oh, pardon. Voilà, seule pour dire que c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Puis que c'est sûr qu'on doit avoir beaucoup de questions. Donc, je vais tout de suite ouvrir s'il y a des questions dans la salle ou sur le web, sur les Internet. Je ne sais pas si en ce moment, ici, il n'y en a pas. Puis dans la salle, je ne sais pas si vous en aviez en ce moment. Sinon, moi, je vais dire, j'ai pris plein de notes. Je vous écoutais tout le long. Puis sinon, je peux lancer le bal si jamais on n'a pas nécessairement tout de suite. Mais moi, en fait, merci beaucoup. Je vous écoutais, puis je me demandais, en fait, je pense qu'un mot-clé qui est ressorti beaucoup dans votre présentation, c'est l'équilibre.
autant pour la réponse qui était politique que la réponse juridique, pédagogique. Donc, c'est toujours finalement la recherche de l'équilibre dans ça. Puis, je me demandais, quand vous parliez les trois, donc comment la politique essaie de répondre à ça, puis vous avez glissé un mot sur la montée du populisme, qui finalement, le populisme, on peut se dire le vivre ensemble avec la montée du populisme de l'extrême droite, le vivre ensemble, mais finalement, il y a beaucoup moins de place à ça. Et donc, est-ce qu'on peut se dire finalement, est-ce que la réponse politique en soi, j'imagine que les trois exemples que vous avez montrés ne répondent pas nécessairement vraiment à le vivre ensemble, puis parce que finalement, on n'est pas capable de le faire. J'ai l'impression qu'on regarde partout, on regarde en France, on regarde je veux dire, ce qui se passe partout. On était au Brésil, ça se passait comme ça aux États-Unis, n'en parlons même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement? Est-ce qu'on peut, s'il n'y a pas de réponse politique, est-ce que c'est un mélange des trois finalement qu'on doit faire ou... Oui, je vous répondrai qu'en fait, je pense, ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions. Je suis une ex-interculturaliste qui a fait acte d'humilité, parce que quand ça ne marche pas, il ne faut pas s'acharner et les choses ont évolué. Moi, je dirais que je pense que c'est une illusion que de penser à un modèle politique de vivre ensemble. C'est antinomique. Par définition, le vivre ensemble, c'est un vivier, c'est un mouvement, c'est une évolution, et de figer le vivre ensemble dans un modèle politique, c'est une aberration. Donc, il faut accepter de composer avec toute l'ambiguïté et l'insécurité au sens psychologique et pas au sens de l'insécurité dans les villes. Il faut apprendre à composer avec ça, que c'est un mouvement, que c'est un organisme vivant, une société, et qu'on aura toujours de nouveaux enjeux auxquels il faudra faire face. Les trois enjeux avec lesquels j'ai terminé ma présentation en sont un exemple. Il ne faut pas paniquer et se donner le temps, tout simplement. Donc, oui. Merci. Puis est-ce qu'on avait des questions? Sinon, je dois dire que oui, ici. Attends, Alex, s'il vous plaît. Le micro va venir, ça ne sera pas bien long. Oui, on est deux ce matin à faire le micro, ça va aller mieux. Mais c'est une grande salle, il faut deux micros. Définitivement. Oh. Ça sent Est-ce bien, qu'il est on ouvert? Ah oui, c'est l'autre Alex. Oui, je voulais juste poser une question parce qu'on parle, tu sais, on a mentionné la montée de l'extrême droite, puis on a aussi parlé de concurrence identitaire, puis on ne peut pas se cacher que depuis les années 80, il y a comme une fracturation identitaire de la gauche, où ce qu'on se définit de plus en plus par des groupes de plus en plus mincement définis qui se séparent les uns des autres. Comment on peut faire dans un monde multiculturel ou pluriculturel où ce que la gauche se divise et se concentre sur les affaires qui les séparent pour contrer la montée de l'extrême droite qu'on voit dans notre société qui nous apparaît comme une bête monolithique qui, dans le fond, reste unie. Oui, merci beaucoup, merci. D'abord, rapidement, je tiens à présenter mes excuses de ne pas avoir laissé beaucoup de temps pour la période des questions. Je suis vraiment désolée. Donc, je n'ai pas respecté l'équilibre moi-même. Donc, oui, ma réaction à votre question, parce que je n'ai pas de réponse, j'ai juste des réactions. En effet, toutes les frontières se brouillent. Les frontières ethniques se brouillent, les frontières générationnelles se brouillent, les frontières de genre et sexuelles se brouillent. Les frontières idéologiques, par le fait même, se brouillent aussi. Elles se brouillent. On n'a plus la gauche, la droite, sous l'effet de la chute du mur de Berlin. Ce sont des choses que vous savez. Donc, dès lors que les frontières aussi idéologiques se brouillent, il faut accepter qu'elles se brouillent et que ça bouscule tout le monde. C'est comme un séisme. Ça bouscule la droite. Du côté de la droite commence à se rapprocher beaucoup plus de l'extrême droite, et du côté de la gauche, il y a une division, c'est plus qu'une division, il y a des violences, il y a une catégorie maintenant qu'on appelle les orphelins progressistes, qui ne se reconnaissent pas dans la lutte des races, qui croient encore à la lutte des classes, etc. Donc ça fait partie aussi du séisme. Moi je dirais qu'on est en plein séisme et qu'on est tous déstabilisés, on est tous décoiffés, je dirais. Et il faut accepter de vivre avec et de continuer à croire au débat et à la discussion. Ces woke radicaux que tout le monde dénonce, il faut discuter avec eux, surtout quand on est de gauche et qu'on n'est pas radical. Il faut aller sur leur terrain et leur parler, ne pas les diaboliser, les ridiculiser. Cette droite
qui est encore, comment dirais-je, la droite conservatrice qui se rapproche dangereusement de la droite. Il faut aller sur son terrain et discuter avec elle. S'il y a encore une gauche et s'il y a encore des progressistes dans ce pays, je pense que c'est ça notre mission, d'être entre les deux, quitte à recevoir des coups et des baffes des deux côtés pour pouvoir préserver cet équilibre. Merci beaucoup, Rachida Azouz, pour vos réponses. Puis même le temps, ces 5 minutes-là étaient déjà très riches, donc merci. Pour nous, on va prendre une pause, en fait. Puis aussi, on peut enchaîner avec la co-construction qu'on va savoir cet après-midi. J'ai beaucoup aimé vous en parler parce qu'on va avoir le temps pour cet après-midi. Donc oui, on peut... Pour nous, on se revoit dans 15 minutes tapant parce qu'il faut vraiment garder notre horaire pour les gens en ligne. Donc, à tout à l'heure.